Aujourd'hui, dans ce numéro, nous avons le plaisir et l'honneur, il faut le dire, je pèse bien mes mots, de recevoir celui qui est considéré comme étant un des plus grands, un des plus brillants intellectuels africains, sénégalais. Je l'ai dit au risque de heurter sa modestie et son humilité. Nous recevons aujourd'hui le professeur Amadou Ali Dieng, qui est économiste, sociologue, philosophe, docteur en sciences économiques. Amadou Ali Dieng a enseigné à l'université Cheikh Anta Diop. Il a été fonctionnaire international à la BCEAO. Bonsoir, Amadou Ali Dieng, et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous venez de fêter vos 80 ans. Vous avez bon pied, bon œil apparemment, et vous donnez l'impression de toujours vouloir rester un éternel étudiant. C'est ce que l'étiquette qu'on vous colle. Amadou Ali Dieng, c'est un éternel étudiant. Oui, mais c'est tout à fait normal. On apprend au bord de la tombe. Le talibé devient le maître, bien entendu, mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que ma génération était toujours à la recherche de la connaissance pour pouvoir lutter contre le système colonial qui était considéré comme un système d'exploitation et d'oppression. C'est la raison pour laquelle ma génération est à la fois soucieuse d'avoir les connaissances qui nous sont nécessaires pour pouvoir combattre ce fléau, mais en même temps aussi, la génération est très critique. Critique à l'égard du système colonial, et nous apprécions beaucoup la critique parce qu'elle permet d'avancer. Et aussi l'autocritique. C'est, je crois, une raison, qui est du moins une chose très importante pour l'université. L'université doit être le temple de la critique, et non pas le temple du culte du savoir. C'est dans cet esprit que j'ai essayé d'écrire ces mémoires en essayant de tirer des leçons du passé. Ce qui ne veut pas dire que la génération actuelle est tenue de faire la même chose que nous. Il y a des problèmes spécifiques qui se posent à elle et qui ne se posaient pas pour nous. Par exemple, quand nous faisions nos études, nous étions presque sûrs de trouver du travail. Le chômage n'était pas tellement connu de nous. Alors que la jeune génération, elle, connaît le problème du chômage dès maintenant. Nous risquons d'avoir des gens qui, pratiquement jusqu'à 50 ans, ne trouvent pas du travail. Vous dites même que c'est un problème métaphysique pour eux, le chômage. C'est pourquoi il y a une très grande inquiétude chez les jeunes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, du point de vue de l'observation, on voit de mon temps, quand vous alliez dans les mosquées, vous trouviez des vieilles barreaux. Mais aujourd'hui, il y a une foison d'imberbes qui fréquentent les mosquées. Et je pense que c'est un signe d'inquiétude métaphysique qui est compensé par la religiosité. Je crois que c'est comme ça qu'on peut traduire ce phénomène. Vous avez été pendant 2 ans président de la FEANF, ce qui est important, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Et puis avant cela, vous avez été secrétaire général de l'Association générale des étudiants de Dakar, ancienne Union générale des étudiants de l'Afrique occidentale française. Alors c'est cela, donc vous avez été vraiment... Mais l'université, c'est votre domaine, vous vivez en cela jusqu'à présent encore à 80 ans, Amadou Ali Dieng, et il a bien raison, Barry, de dire que Amadou Ali Dieng est une figure emblématique du campus universitaire. Et vraiment, l'université, c'est votre terroir, votre... Je ne peux pas me passer de l'université. C'est une des raisons pour lesquelles, après ma retraite de la Banque centrale, j'ai préféré me consacrer à la réflexion et à l'écriture, plutôt que de chercher à être expert, évidemment, ou consultant. C'est des titres qu'on aime beaucoup. Pourtant, ça permet de gagner. C'est ce qui se fait ordinairement. Oui, ça se fait. Mais la consultance, évidemment, comporte un grand prestige ici. Les gens aiment beaucoup être experts, international. Parce qu'on ne met pas le mot international, vous n'êtes absolument rien. Même si vous êtes un voyou,
il faut un voyou international. On vous craint beaucoup plus du fait de cette... Mais en réalité, je pense que ma génération était à la quête d'un savoir encyclopédique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre les sciences, parce que l'homme est une totalité, comme dirait Marcel Mauss. Et la bourgeoisie, quand elle luttait contre la féodalité, avait un arsenal intellectuel extraordinaire pour pouvoir bombarder effectivement la féodalité qui était réfugiée dans des châteaux forts. Qu'est-ce que c'était? L'encyclopédie de Diderot. Il y avait toutes les sciences étaient représentées là. Et d'ailleurs, la grande figure de Cheikh Anta répond à cela. Cheikh Anta vient des maths, de la physique, etc., mais il s'intéresse aux sciences sociales. Parce qu'il voyait très bien que le système est un tout. Pour le démolir, il faut l'attaquer sur tous les plans. Et il a essayé de le faire, effectivement, dans différents domaines. C'est pourquoi, bien entendu, toute révolution demande une sorte d'encyclopédie pour la classe qui veut changer les choses. C'est le cas aussi pour le marxisme. Le marxisme aussi a cette vertu que ceux qui l'ont créé, du moins ceux qui l'ont fondé, sont des esprits encyclopédiques. Vous imaginez, Karl Marx a consacré toute sa vie à étudier le système colonial avec la production du Capital, qui est en 8 tomes. C'est son œuvre majeure, et aussi parler beaucoup de langues. Et les langues des pays développés, l'allemand, qui est sa propre langue, le français, l'anglais, etc. C'est la raison pour laquelle il faut refuser à l'heure actuelle la ghettoisation dans des domaines. Par exemple, on a tendance ici à théoriser avec beaucoup de coquetterie. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas fort en mathématiques, je ne suis pas fort en statistiques, il faut laisser ça aux mathématiciens. Mais ça, je pense que c'est une attitude tout à fait négative. Et ça n'est pas fécondant. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à la spécialisation, c'est ça que ça veut dire? On est obligé de se spécialiser, mais c'est à outrance maintenant. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou non, on gère des hommes dans leur totalité. On ne peut pas s'intéresser, par exemple, à la technique seulement. C'est pourquoi je suis un peu gêné quand j'entends les gens parler du gouvernement technocratique. Je me demande qu'est-ce que cela veut dire technocratique. Pas politicien, parce que peut-être. Technocratique, ça veut dire vous occuper seulement de technique. La technique est au service de quelque chose. Il y a la technique, il y a l'humain. L'homme, de par sa nature, lutte contre la nature pour effectivement la dompter et l'utiliser. C'est un véritable démiurge. C'est réellement quelque chose qui crée, à proprement parler. C'est quelqu'un qui veut faire, comme disait Descartes, être possesseur de la nature. Et c'est pourquoi quand j'évoque cela, c'est pour montrer que l'homme, non pas seulement des rapports entre l'homme et la nature, mais entre les hommes eux-mêmes, les organisations, comment elles sont organisées. Ça, c'est des choses qui vont ensemble, on ne peut pas les détacher. Je pense, c'est pour dire simplement la technocratie, ça ne veut pas dire grand-chose. Technocrate de quoi? Dans un domaine, mais dans vous êtes limité. Et aussi, c'est évacuer le fait que la technique n'est pas neutre. Par exemple, la technique qui consiste à fabriquer des automobiles, par le fait même qu'il n'y a pas de voiture polygamique, c'est pour les monogames, n'est-ce pas? Mais monsieur, madame et les enfants par derrière, s'ils sont 3, oui, c'est ce qui est permis dans les berlines. Mais maintenant, si vous avez beaucoup d'enfants, il y a la familiale. Ça tient compte effectivement des mœurs, des comportements des hommes. C'est la même chose aussi quand vous avez les instruments de toilette. La chaise anglaise et la chaise turque répondent évidemment à des préoccupations religieuses. C'est les musulmans pour avoir des chaises, des urinoirs, par exemple, où vous n'allez pas vous tenir debout. Ce qui n'est pas compatible avec la religion. C'est vous dire simplement que la technique n'est pas neutre. Bien sûr. Bien sûr. Cet enseignement que vous donnez aux jeunes, c'est-à-dire de s'interroger toujours sur les concepts reçus, de ne pas les accepter comme des idées bonnes, une bonne fois pour toutes. Oui. Il faut toujours critiquer, dites-vous. C'est un grand combat, parce que ceux qui créent les concepts, souvent, se chargent d'idéologie. Par exemple, quand j'entends un Africain dire
des pays en développement, alors que nous sommes en régression. En voie de développement. C'est eux qui le disent, c'est pour nous faire croire que demain nous serons développés. Il faut attendre un peu. C'est l'espoir. Vous voyez, c'est chargé du point de vue idéologique. Ou bien alors, ils le disent, quand les termes sont devenus méprisants, sous-développés, ils disent non, insuffisamment développés, etc. Des termes de ce genre, il y a une bataille sémantique à mener, effectivement. Par exemple, aussi, il y a une bataille sémantique qui consiste qu'on devrait mener contre certains mots ou expressions. Par exemple, le mot indigène, dans le temps, c'était méprisant. Quand c'est devenu méprisant, on a remplacé ça par autochtone. On a fait simplement passer de la source latine à la source grecque, c'est tout, pas plus. Ah, c'était... Tout cela pour nous endormir. Par exemple, un mot comme par exemple l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons institué l'esclavage et nous l'abolissons nous-mêmes, sans dire les raisons pour lesquelles c'est aboli. Par exemple, c'est aboli parce que l'industrialisation se développe dans certains pays. On n'a pas besoin de main-d'œuvre manuelle sous forme d'esclaves. Ou bien alors il y a eu le blocus continental, ça a empêché le sucre de canne de venir en Europe. On a fait le sucre de betterave, par exemple en France et en tout. Ou bien la révolte même des esclaves, ils sont essentiels, ils ont résisté, ils n'ont pas accepté l'élevage. Par conséquent, ça on minimise ces phénomènes-là. De la même façon aussi que, comme je le raconte aussi, un jeune catholique qui se disait de gauche. Je le vois au congrès de Versailles où j'ai représenté la FINF, de l'Union des grandes écoles. Il me dit, Monsieur Dien, jusqu'ici nous avons fait la mauvaise colonisation, maintenant on va faire la bonne. Ah. Il ne comprend pas que c'est un système. Je le comprends. Par conséquent, ça rappelle un peu aujourd'hui ce que nous vivons avec la bonne gouvernance et la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas un système, c'est quelque chose qui est sous forme d'erreur qu'on peut corriger. C'est une bataille idéologique très sérieuse que l'on mène, mais qu'on ne mène pas la plupart du temps. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une attitude critique devant ces phénomènes. Parce que les textes, vous parlez avec les gens, ils disent que c'est le texte. Mais le texte ne parle pas. C'est vous qui faites parler le texte. Ce que le texte ne dit pas aussi, vous devez le savoir. Parce qu'on cache les mauvaises choses dans la cour. Mais tout ce qui est beau, c'est dans le côté jardin. C'est pourquoi il faut faire une psychanalyse quand on lit. Nous ne savons pas toujours lire, nous faisons une ligne littérale. Nous prenons notre texte, nous lisons fidèle au texte, on est rivé au texte. Alors qu'il faut une certaine infidélité pour arriver réellement à faire dire des choses qui ne sont pas dites. Les dires sont plus importants quelquefois que ce que l'on dit. Parce qu'on cache beaucoup de choses. C'est dans les régions boueuses de l'esprit. Voir ce qui est derrière les mots, ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit, qui n'est pas vu, mais que vous voyez. Il faut être très critique à l'égard de ce que l'on nous offre, parce que c'est eux qui ont l'initiative. Mais aussi, éviter de se battre sur leur propre terrain. Sinon, vous risquez de tenir un discours quand ils disent, par exemple, que les nègres sont vilains. Et vous proclamez « Black is beautiful ». Oui. Alors qu'il y a réellement des personnages affreux parmi les Noirs, créés, du moins bâclés par le bon Dieu, vraiment. Des brouillons de créatures, à proprement parler. Par conséquent, si vous dites simplement qu'il faut faire très attention, ne pas faire de la négritude, dire que nous sommes beaux. Tous les Africains ne sont pas beaux. Et là aussi, ça doit nous amener à critiquer l'essentialisme qui est derrière philosophiquement ce terme. Une essence qui est figée, qui ne change pas, c'est du conservatisme. Les noirs sont ceci, les blancs... C'est pas vrai, les noirs ne sont pas homogènes, les blancs ne sont pas homogènes. Il peut y avoir des gens réellement qui ne sont pas techniquement armés parmi les blancs, comme il peut y en avoir chez les Africains. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette théorie de la négritude est une théorie très essentialiste, très figée. Ah bon? Les Africains sont comme ceci, comme cela, ils ont les valeurs... valeurs ceci, cela, sans oublier que les valeurs changent avec le temps. Vous n'avez pas fait partie des gens qui ont porté ce combat-là, de la négritude? Non, non, pas négritude.
C'est évidemment eux qui lui ont donné ce terme, mais c'était la valorisation, et du moins je me suis battu pour la réhabilitation des Noirs à cause de l'esclavage des Noirs et aussi la colonisation. Mais la race n'est pas le phénomène le plus important. On ne nous a pas colonisés parce qu'on est noir, on nous a colonisés parce que nous avions des ressources à exploiter. Ils avaient des ressources à exploiter dans nos propres pays, c'est tout. C'est pourquoi il y a des combats, à mon avis, qui sont dépassés. C'est la raison pour laquelle je pense que ça doit nous amener à réfléchir pour voir ce qui est tout à fait superficiel et ce qui ne l'est pas. Oui. Alors, de ne pas nous tenir aux apparences, c'est l'essence qui est réelle. Hein? L'essence, c'est de l'ordre de l'interne, ce que l'on ne voit pas. Alors, votre formule, quand on préparait cette émission, qui m'a surpris et amusé, le ventre d'un Sénégalais est un carrefour alimentaire. Ce qui est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous consommons pour l'essentiel vient de l'extérieur. Le riz, c'était le riz Indochine, parce que nous étions nous vivions sous la même domination française. Quand les bateaux allaient en Indochine, ils revenaient, ils amenaient du riz. Et ça permettait quand même de rentabiliser leur propre bateau qui avait amené des marchandises en Indochine. C'est pourquoi d'ailleurs on connaît bien la géographie de l'Indochine. Kambodscha, Siam, etc. Et en même temps aussi Saigon. C'est le thiebou Saigon, comme disent les vieillards, qui était très apprécié pour faire les nyarichines. Et aussi la Caroline. Caroline, c'est le thiebou Caroline. Le gros riz, le riz entier, peut-être, oui. Riz entier. Oui. Hein? Je vous ai déjà dit que ceci a été valorisé par le fait qu'on, comme on dit, nyarichine, c'est-à-dire avoir la sauce ici et avoir le riz de l'autre côté. Ça, c'est les Sierra-Léonais qui nous l'ont importé, c'était les Akou. Les Akou. D'ailleurs, c'est eux qui ont diffusé ici la consommation surtout du piment, du gingembre et du foufou. Par conséquent, on voit là que nous ne pouvons pas comprendre notre alimentation. On dit le thieboudienne, c'est le riz plat national. C'est le plat des extravertis. Parce qu'il n'y a que le poisson, peut-être, qui est local. Les légumes même sont des légumes européens, qui ont été cultivés surtout à Saint-Louis, au jardin de Tolobourg. Les légumes, on les trouve quand même ici, les légumes. Mais les semences, où est-ce qu'ils prennent ça? Ce n'est pas importé. Les semences, les carottes, c'est des semences, les plantes. Ça répondait aux besoins de la petite colonie européenne qui était là et libanaise. C'est la raison pour laquelle c'est diffusé. Vous dites même la cola qui entre dans toutes les cérémonies. Oui. Vous dites même la fameuse cola. J'ai dit, c'est qu'un leader politique célèbre, je ne nommerai pas du tout, a dit, nous aussi on a le dessert. Il dit, qu'est-ce que vous avez comme dessert? Il dit, la cola. Ah oui. La cola est un excitant, ce n'est pas un dessert. Est-ce qu'il est nécessaire même d'avoir un dessert dans la vie? Ce n'est pas parce que les Européens considèrent que civilisé, c'est celui qui a l'entrée, le plat de résistance et le dessert, que nous devons le copier. Ça veut dire qu'encore il y a un mimétisme extraordinaire. C'est pourquoi je passe tout mon temps à guerroyer contre les singes qui imitent et les perroquets qui répètent. Ils peuplent effectivement nos universités la plupart du temps. Et en même temps aussi, je pense que ça devient un vaste jardin géologique analogue à celui que nous avons à côté. Oui. Mais alors, et vous dites que notre civilisation est celle du lait et du mil? Oui, il y a l'élevage, il y a le mil. Mais ça, c'est dans la zone sahélo-soudanienne. Mais dans la zone forestière comme en Casamance, leur civilisation, c'est le riz et l'huile de palme. L'huile de palme. Il y a une différence effectivement dans l'alimentation. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de yassa, thiebou boudiola, etc. Peut-on penser qu'à cette époque-là, on était focalisé sur des concepts tels que culture, civilisation, démocratie? C'était vraiment les... Parce que là aussi, nous avons été piégés par l'adversaire. Nous nous battions sur le même terrain. Vous n'avez pas de culture. Oui. Vous n'avez pas de civilisation. Vos rois ne sont pas de votre pays ne sont pas démocratiques, c'est des sanguinaires qui les dirigent. Nous prenons le contre-pied. Mais je pense que c'est ce que Ebussi Boulaga, qui est un philosophe camerounais, a écrit un article qui s'appelle « Le Bantou problématique » à l'occasion de l'apparition de la philosophie bantou du révérend père Temples.
Et il dit une chose fort intéressante dans la crise du Muntu, que nous aussi, nous avons. On aime beaucoup, nous aussi, nous avons. C'est-à-dire qu'il faut que, quand les gens ont quelque chose, nous aussi, nous avons, et nous les avons même avant vous, avant eux. Par conséquent, vous voyez, il l'appelle le nous-aussisme. Par conséquent, je pense que vouloir, coûte que coûte, prendre l'extérieur comme modèle risque de te stériliser. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon ami Hassan Sylla avait écrit un article qui a eu beaucoup de retentissement, c'est La République Lébou, que conteste d'ailleurs Cheikh Anta Diop en disant que c'est des monarchies religieuses, mais pas de république. Il dit évidemment dans son argumentation que Raphaël l'a dit dans son ouvrage, mais que c'est dit par un Européen, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc c'est dire, et aussi notre ami Tidjane Ly a dit qu'il y a du moins la démocratie chez les Déniankés. Je ne vois pas où est la démocratie chez les Déniankés. Ça, c'était une période infantile de notre lutte. C'est tout à fait normal et inévitable. L'essentiel, c'est d'en être conscient et de faire des progrès pour aller beaucoup plus avant, dépasser ceux qui sont évidemment aujourd'hui sur la scène. Voilà. Sur le développement aussi, vous êtes économiste, les binômes industrialisation-développement, agriculture-industrialisation, là aussi vous dites attention aux pièges. Attention aux pièges. Quelqu'un qui a bien compris l'importance de l'industrialisation, c'est Cheikh Anta Diop. Oui. Dans son ouvrage Les fondements culturels techniques d'un futur État fédéral, il préconise effectivement l'industrialisation parce que ce qui manque aux Africains, c'est la maîtrise de la nature. Et à l'époque, on nous avait mystifié en disant qu'on ne peut industrialiser que si on a du charbon. Or, le charbon est une des formes d'énergie, mais ce n'est pas la seule forme d'énergie. Il y a le pétrole, il y a l'énergie marémotrice, il y a l'énergie éolienne, etc. On peut les électrique, etc., mécanique, etc. Par conséquent, là, on voit qu'on est piégé par notre discours. C'est pourquoi Cheikh Anta a écrit cet ouvrage pour montrer que nous avons beaucoup de sources d'énergie importantes en Afrique et en même temps aussi qu'il faut industrialiser le pays. Aujourd'hui, on ne parle plus d'industrialisation. On vous parle d'agriculture en oubliant que l'agriculture ne peut se développer sans être couplée avec l'industrie qui permet de moderniser effectivement l'agriculture. Pourquoi, Amadou Ali Dieng, vous paraissez choqué quand on parle de lutte contre la pauvreté? C'est un objectif médiocre. On lutte pour enrichir les populations, les aides. Regardez bien Adam Smith, son ouvrage fondamental, qui est considéré comme le père de l'économie politique. C'est recherche sur les causes de la richesse des nations, de la richesse et non pas de la pauvreté. Par conséquent, vous voyez donc là que c'est l'ambition cette bourgeoisie montante du temps de Adam Smith. Mais nous, on est là à régresser, à dire nous allons lutter contre la pauvreté. Alors que la pauvreté qu'il a généralisée, c'est la Banque mondiale et l'Institut qui ont fait en sorte que les populations soient appauvries pour payer la dette extérieure. Oui. C'est tout. Par conséquent, nous devons tirer vraiment les leçons de cela. C'est le pyromane qui devient pompier.